J'ai levé mon verre et d'un coup, le brouhaha de la salle à manger s'est aplati comme une nappe qu'on lisse. Les conversations se sont éteintes par cercles, de la place la plus éloignée jusqu'à moi, au bout de la table. Même les enfants, pourtant lancés dans une dispute à propos d'un ballon oublié dans la cour, se sont tus. Il ne restait que le cliquetis d'une cuillère qui tournait encore dans une tasse de café. Puis, plus rien. Je les ai regardés un par un. Mes enfants, mes petits-enfants, les voisins, les amis anciens et nouveaux. Le lustre projetait sur leurs visages des reflets dorés, comme pour les rendre plus beaux, plus polis, plus fréquentables. Ils avaient tous accepté l'invitation avec un enthousiasme qui m'avait presque amusé. On n'interrompt pas un déjeuner dominical avenue de Breteuil sans raison valable, surtout lorsque la vieille maîtresse de maison insiste pour rassembler tout le monde, comme avant. J'ai entendu le cuir de la chaise de mon fils aîné grincer lorsqu'il a croisé les bras, déjà prêt, je le connais, à m'interrompre si je m'égarais. Ma fille, à ma droite, redressait machinalement le bord de la nappe, comme si un pli mal placé pouvait mettre en péril l'ordre du monde. Ma belle-fille examinait ma coupe de champagne pour vérifier si elle était bien fraîche. Ils étaient tous persuadés de savoir à l'avance ce que j'allais dire. Un mot sur la famille, un soupir sur le temps qui passe, peut-être une petite confusion touchante sur les prénoms des plus jeunes qui confirmerait ce qu'ils répètent à qui veut l'entendre. J'ai pris mon temps. À mon âge, c'est un luxe que l'on peut se permettre. J'ai humecté mes lèvres, j'ai senti le cristal froid contre ma main, puis j'ai parlé. Je voudrais vous remercier d'être venu. Des hochements de tête, c'était attendu, normal, une phrase de décor. Cela fait des mois que je vous entends parler de moi. Partout, dans la cuisine, au téléphone, chez le médecin, au marché, comme si je n'étais déjà plus là. Un léger rire s'est échappé du bout de la table, du côté des voisins. Ils ont cru à une plaisanterie. Mes enfants, eux, ont cessé de respirer pendant une seconde, ce que j'ai ressenti presque physiquement tant le silence autour de moi est devenu dense. Je n'ai pas haussé la voix, j'en avais pas besoin. Vous parlez de ma mémoire qui flanche, de ma fatigue, de ma soi-disant confusion. Vous expliquez aux uns et aux autres que je ne me rends plus compte de rien. Je me suis tournée légèrement vers Madame Lefebvre, ma voisine du 4e, la reine des escaliers et des commérages. Elle a rougi, très légèrement. Elle savait exactement de quoi je parlais. On dit même que je ne comprends plus mes papiers, que je signe tout ce qu'on me met sous le nez. C'est ce que vous expliquez, n'est-ce pas, quand vous justifiez vos décisions à ma place. La main de mon fils aîné s'est posée sur la table, paume ouverte, dans un geste de protestation qui n'a pas encore trouvé ses mots. Ma fille m'a jeté ce regard suppliant qui signifie habituellement « maman, pas maintenant ». Ma belle-fille arborait son sourire social, celui qui se durcit dès qu'il y a un risque de scène. Je les ai laissés mariner. J'entendais le tic-tac de l'horloge du salon, invisible mais familier, battre comme un métronome derrière la cloison. Je savais que le moment était venu. Ce déjeuner n'était pas un caprice de vieille dame nostalgique. C'était le théâtre que j'avais choisi et ils occupaient exactement les places que je leur avais assignées. Je me suis penchée légèrement en avant. Le problème, voyez-vous, c'est que je ne suis ni sourde, ni aveugle, ni morte. Je vous entends très bien. Je lis encore parfaitement. Et surtout, je me souviens. Certains invités ont eu un sourire gêné, comme on sourit devant un enfant insolent. Ils s'attendaient à une pirouette, à une chute amusante. Ils auraient dû me connaître mieux que cela. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, demandez-vous sincèrement, que feriez-vous si toute votre famille parlait de vous comme d'un fantôme alors que vous êtes encore assise à la tête de la table? J'ai redressé le dos. Dans ma poche intérieure, je sentais le papier cartonné du dossier que j'avais emporté, les copies pliées de documents soigneusement rangés. Je savais que le premier choc serait le plus violent. Il fallait qu'il soit net. Puisque tout le monde semble si bien informé sur ma soi-disant fragilité, permettez que je vous donne une information que vous, en revanche, ignorez complètement. Le silence s'est épaissi. Dans le couloir, on entendait une porte d'ascenseur se refermer quelque part dans l'immeuble, comme un écho étouffé. Il y a 3 semaines, j'ai passé des examens de mémoire complets, seule, sans aucun d'entre vous. Je les ai réussis.
sans une seule erreur. Et j'ai demandé au médecin d'écrire noir sur blanc que je ne présente aucun signe de démence, de confusion ou de perte de discernement. J'ai sorti lentement une enveloppe de ma poche. Le froissement a traversé la pièce comme un coup de vent. Mon fils s'est levé à moitié. « Maman, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour… » Il n'a pas terminé sa phrase. J'ai glissé le rapport sur la table, devant mon assiette, bien au centre, là où tout le monde pouvait le voir. C'est précisément le moment, et c'est exactement l'endroit. Puisque c'est ici que vous avez commencé à parler de moi comme d'une incapable, c'est ici que je vais corriger le récit. Au même instant, une chaise a raclé brutalement le parquet. L'un des petits verres à digestif s'est renversé, l'anisette coulant en filets parfumés vers le bord de la nappe. Une exclamation a jailli, coupée nette, et la salle entière a retenu son souffle. Astérisque. Pour comprendre comment nous en étions arrivés à ce déjeuner où un rapport médical servait de centerpiece, il faut revenir quelques mois en arrière, à une époque où le silence autour de moi n'était pas encore si bruyant. C'était au début du printemps. Les arbres du boulevard commençaient à verdir timidement et les terrasses se remplissaient de visages pâles retrouvant le soleil. Mon mari était mort depuis un peu plus d'1 an. Le deuil, comme toujours, s'était installé moins dans les grandes scènes que dans les habitudes minuscules. Une tasse de café en trop le matin, un fauteuil qui ne se creusait plus le soir. Le premier dimanche sans lui, mes enfants avaient insisté pour venir tous ensemble. Ils m'avaient apporté des fleurs, un gâteau et un silence maladroit qu'ils ne savaient pas habiller autrement que par des banalités. On avait parlé du temps, de l'école des petits, du prix ridicule des appartements dans le quartier. J'avais observé leurs regards qui évitaient la place vide en bout de table. Je m'étais contentée de leur servir du gratin dauphinois, comme toujours, en faisant semblant de ne pas voir. Avec le temps, les dimanches étaient redevenus des dimanches. Puis, lentement, quelque chose s'était déplacé. Un mot là, un geste ici, pas de grand drame, simplement une façon nouvelle de me parler, ou plutôt de parler de moi. Un soir, je les ai surpris dans la cuisine. J'apportais discrètement une bouteille de vin. Ils ne m'avaient pas entendu arriver. Ma fille, penchée sur l'évier, disait à son frère « Tu sais, il va falloir qu'on prenne des décisions. Maman se fatigue. Elle mélange les noms, elle oublie les dates. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. » Mon fils a répondu, les mains dans les poches « Oui, je sais, on en reparlera avec le notaire. Mais doucement, hein, elle est encore très susceptible. » Il parlait de moi au passé comme on parle d'une maison qui se fissure. J'avais posé la bouteille sur le plan de travail avec un petit bruit sec. Ils avaient sursauté, puis m'avaient souri avec ce même sourire doux et mensonger. « Maman, tu nous as fait peur, tu devrais t'asseoir un peu, tu restes trop longtemps debout. » Je m'étais assise, pas parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais besoin de regarder, de les écouter, comme on écoute une pièce que l'on croyait connaître et qui s'ouvre soudain sur une scène cachée. Les semaines suivantes, les remarques s'étaient multipliées. « Ce n'est pas grave si tu ne te souviens plus, maman. Laisse, je vais signer pour toi, tu te compliques la vie. On expliquera à tout le monde que tu préfères te reposer. » On aurait pu croire à de la sollicitude, peut-être qu'en partie c'en était. Mais je connais mes enfants. Je connais aussi le monde dans lequel nous vivons, où le mot « efficacité » remplace souvent celui de « loyauté ». J'ai senti derrière leurs phrases une impatience nouvelle, un projet flou qui se dessinait sans moi. Le déclic est venu d'ailleurs, d'une voisine, évidemment. Un matin, en sortant les poubelles, j'ai croisé Madame Lefebvre. « Ma pauvre, m'a-t-elle dit en baissant la voix, j'ai appris pour votre mémoire. Ce doit être difficile pour vous. Heureusement que vos enfants s'occupent de tout, hein ?» J'ai senti quelque chose se tendre en moi, comme une corde trop tirée. Je lui ai demandé ce qu'elle avait entendu exactement. Elle a parlé de début d'Alzheimer, de diagnostic grave, de danger de rester seule. Des mots que personne ne m'avait jamais prononcés en face. Je suis remontée chez moi, les mains tremblantes, non pas de peur de la maladie, mais d'une autre peur, plus simple, plus nette, celle de découvrir qu'on avait commencé à écrire l'histoire de ma vie sans moi. Si cela vous arrivait, à vous qui écoutez mon récit, à quel moment comprendriez-vous que la ligne a été franchie ? Je me suis assise à mon bureau, celui où j'avais géré pendant des années les comptes de la maison, les assurances, les impôts, les dépenses de tout le monde.
J'ai ouvert mon carnet à couverture noire, celui que mon mari appelait en riant « le cerveau de secours », et j'ai écrit une phrase au milieu de la première page. « À partir d'aujourd'hui, je note tout. » Astérisque. J'ai commencé par les médecins. Puisqu'on parlait de diagnostic, autant vérifier de quoi il retournait. J'ai appelé le cabinet de mon généraliste pour prendre rendez-vous, un matin, sans en parler à personne. La secrétaire a semblé surprise de m'entendre. « Ah, madame, je pensais que votre fille gérerait désormais vos rendez-vous. » J'ai répondu calmement que ma fille avait déjà beaucoup à faire et que j'étais encore capable de composer un numéro de téléphone. On m'a donné un rendez-vous pour la semaine suivante. Lorsque je suis arrivée au cabinet, le médecin m'a accueillie avec cette expression gênée qu'il réserve d'habitude aux patients qui refusent de suivre un traitement. Il m'a parlé lentement, en articulant un peu trop, comme si le son lui-même risquait de me blesser. « Alors, comment ça va, la mémoire ?» J'ai les regardé droit dans les yeux. « Je vous dirai cela avec plaisir, docteur, si vous voulez bien d'abord m'expliquer pourquoi tout l'immeuble semble être mieux informé que moi sur mon état. » Il a bafouillé, a cherché ses lunettes, a prétendu qu'il devait vérifier quelque chose dans mon dossier. J'ai demandé à voir. Je ne suis pas médecin, mais je sais encore lire. Sur l'écran, j'ai aperçu des mots qui ne venaient pas de lui, mais de ce qu'on lui avait raconté. Plainte de la famille, confusion rapportée par les proches, inquiétude des enfants. Et, plus bas, une phrase qui m'a glacée. À envisager, évaluation cognitive, éventuelle tutelle. Je n'ai pas crié, j'ai parlé doucement, très doucement. Je lui ai rappelé depuis quand il me suivait, combien de fois il m'avait vu seul, lucide, parfaitement capable de décrire mes symptômes, mes traitements, mes décisions. Je lui ai dit que je voulais cette fameuse évaluation, mais que je la voulais faite proprement, sans interprétation, sans l'ombre d'un agenda familial. Il a accepté, un peu honteux. Une semaine plus tard, je passais des tests avec une psychologue spécialisée. Des mots à répéter, des suites de chiffres, des dessins à reproduire. J'ai trouvé cela presque amusant. J'ai obtenu les résultats dans un bureau clair avec des plantes vertes. « Vous avez une mémoire tout à fait satisfaisante pour votre âge, m'a dit la psychologue, vous êtes en pleine possession de vos moyens. » Je lui ai demandé de l'écrire, chaque mot, avec sa signature, sa date, son tampon. Elle a eu un petit sourire amusé, puis elle a obtempéré. Ce rapport-là allait devenir ma première arme. Ensuite, je me suis tournée vers le notaire. Mon mari et moi avions travaillé toute notre vie pour bâtir ce que certains appellent un patrimoine et que j'appelle moi simplement notre vie. Un appartement à Paris, une maison de campagne en Touraine, quelques placements. Rien d'extraordinaire dans ce quartier, mais suffisamment pour susciter des convoitises bien organisées. Je connais la salle d'attente de l'étude notariale aussi bien que ma propre entrée. Mais cette fois, l'atmosphère avait changé. On m'a accueilli avec un mélange de respect et de paternalisme qui ne m'était pas familier. « Votre fils est déjà passé plusieurs fois, vous savez, m'a dit le clerc. Il s'inquiète beaucoup pour vous. » Je me suis contentée de sourire. C'est très aimable de sa part. Il s'inquiète tellement qu'il oublie de me prévenir de ses visites. Dans le bureau, Maître Dubois m'a parlé d'une voix prudente. On lui avait posé des questions, m'a-t-il expliqué, sur les modalités d'une éventuelle mise sous tutelle, sur la meilleure façon de protéger mes biens. Jamais il n'avait entendu une demande plus prévenante, selon lui. J'ai noté mentalement l'ironie involontaire de ce mot. Je lui ai rappelé que j'étais encore la seule à pouvoir décider de ce qui me concernait. Je lui ai demandé un récapitulatif précis de toutes les démarches récemment entreprises en mon nom. Je lui ai aussi demandé, très calmement, s'il se sentirait à l'aise de continuer à suivre mes affaires si je devenais officiellement une incapable majeure, sans avoir jamais été informé des démarches. Il a pâli légèrement. Les notaires ne craignent que deux choses, les erreurs et les scandales. Je venais de lui laisser entrevoir les deux. Il m'a assuré que rien n'avait encore été signé, que tout n'était qu'au stade des échanges préliminaires. Je lui ai fait comprendre que ces échanges ne devaient pas aller plus loin sans ma présence. En rentrant, je me suis assise de nouveau à mon bureau. J'ai ouvert mon carnet. J'y ai consigné les phrases exactes, les dates, les noms.
Le monde moderne aime les récits simples, la vieille dame fragile, les enfants responsables, la société qui applaudit. J'allais lui offrir un récit plus compliqué. Dites-moi, vous qui écoutez mon histoire, comment réagiriez-vous en découvrant que l'amour filial prend la forme d'un dossier de tutelle préparé dans votre dos ? Astérisque. Il ne me manquait plus qu'une chose, une scène, un lieu où tous les récits se croiseraient, où chacun serait forcé d'écouter les autres. Dans ma famille, ce lieu avait toujours été la table du dimanche. Mon mari en faisait presque une religion. On pouvait manquer un anniversaire, s'excuser pour Noël, mais pas pour le déjeuner du dimanche. Il disait qu'une famille qui cesse de se retrouver à table cesse bientôt d'être une famille. C'est donc là que tout devait se jouer. J'ai commencé à préparer ce fameux déjeuner plusieurs semaines à l'avance. Pas pour le menu, cela je pouvais l'improviser en une après-midi. Non, je préparais la composition de la salle, comme on compose un tableau. Qui mettre à côté de qui inviter, qui laisser au courant, qui maintenir dans l'ignorance. J'ai appelé ma fille la première. J'aimerais organiser un grand déjeuner, ai-je dit, comme autrefois, avec les voisins, les amis, peut-être même le couple du troisième que tu trouves si ennuyeux. Elle a protesté. « Maman, c'est beaucoup de travail pour toi. On peut réserver un restaurant, ce sera plus simple. » J'insistais. « Je veux le faire ici, chez moi, tant que c'est encore chez moi. » Elle n'a pas relevé ou n'a pas voulu comprendre. Elle a cédé, flattée sans doute à l'idée de recevoir dans un cadre un peu mondain, de montrer que tout va bien malgré la situation. J'ai ensuite invité les voisins. Pas tous, juste ceux qui comptent socialement. Madame Lefebvre, évidemment, qui a la langue bien mieux affûtée que la plupart des avocats. Le couple du troisième, lui si fier de ses articles dans le journal local, elle si attentive aux rumeurs de la copropriété. J'ai invité une vieille amie, Claire, qui me connaît depuis le lycée et n'a jamais cédé à la facilité des jugements rapides. « Tu prépares quelque chose, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé à demi-mot au téléphone. « Je prépare un déjeuner, ai-je répondu. Elle a ri. « Quand tu choisis si soigneusement le plan de table, ce n'est jamais seulement un déjeuner. » Elle avait raison. J'ai établi le plan de table avec autant de soin qu'un général trace les lignes d'une bataille. Mon fils à ma gauche pour qu'il soit obligé de m'entendre. Ma fille à ma droite pour qu'elle voie mon visage à chaque mot. Ma belle-fille en face, confrontée à mon regard. Les voisins un peu plus loin, mais assez près pour capter chaque phrase. Entre-temps, mes enfants continuaient à organiser ma vie en parallèle. Ils avaient parlé de sécurité, de services à domicile, d'éventuelles résidences médicalisées. Ils prononçaient ces mots comme on prononce des marques de voitures. Certains coûteux, d'autres pratiques, d'autres encore très bien notés sur Internet. Je faisais mine d'écouter, j'opinais, puis je retournais à mon carnet. Quelques jours avant les déjeuners, je suis retournée chez le notaire. Je n'avais pas l'intention d'annoncer quoi que ce soit ce jour-là, pas encore, mais je voulais avoir en main les preuves de ma lucidité et de ma volonté. Nous avons relu ensemble mon testament. Je l'ai légèrement modifié. Rien de spectaculaire, pas de renversement total, mais suffisamment de précision pour que plus personne ne puisse interpréter à ma place. J'ai exigé que la mention de l'évaluation cognitive récente soit jointe au dossier. « Vous êtes très organisé comme toujours », a commenté Maître Dubois. « C'est ma façon à moi d'éviter les drames inutiles », ai-je répondu. Le drame, évidemment, était déjà en marche, mais ce serait un drame précis, contrôlé, cadré. Je refusais la comédie confuse où l'on me ferait jouer le rôle de la vieille dame dépassée. Vous, à ma place, auriez-vous la patience de préparer votre propre scène ou préféreriez-vous vous emporter à la première remarque ? Les jours précédant le déjeuner, j'ai senti monter en moi une forme étrange de calme. J'avais l'impression de marcher sur une ligne très fine mais solide. Le matin, je choisissais les nappes, je faisais repasser le linge, je commandais chez le traiteur ce que je n'aurais pas le temps de cuisiner. L'après-midi, je relisais mes notes, je répétais mentalement les phrases que je voulais prononcer. Je savais que je n'aurais droit ni à l'hésitation, ni à l'exagération. Il me faudrait être précise, factuelle, irréprochable. Astérix.
Le matin du déjeuner, Paris avait ce ciel blanc qui ne promet ni pluie ni soleil, seulement un jour suspendu. Je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai ouvert les fenêtres du salon. L'air frais sentait le pain chaud de la boulangerie en bas et l'essence des voitures déjà pressées. J'ai regardé un instant le boulevard, les passants, les taxis. Tout semblait normal. C'est souvent ainsi, juste avant que quelque chose bascule. Dans la cuisine, j'ai vérifié une dernière fois la cuisson du rôti. La femme de ménage que mes enfants avaient imposée pour m'aider m'observait avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Vous êtes sûre que vous ne voulez pas que je reste pendant le déjeuner, madame ?»« Non, merci. J'ai besoin d'intimité avec ma famille. » Le mot « intimité » m'a presque fait sourire. Il ne restait plus grand-chose d'intime entre nous, sinon ce qui se passait encore dans ma tête. À 11 heures, les premières sonnettes ont retenti. Les voisins sont arrivés à l'heure, bien habillés, les bras chargés de fleurs et de boîtes de chocolat. Ils sont entrés en lançant des « Comme c'est agréable de vous revoir ainsi » qui sonnaient faux à mes oreilles, mais que j'ai accueillis avec grâce. Je les ai conduits au salon, où les verres attendaient sur le guéridon. Mes enfants sont arrivés en petits groupes, comme toujours. Mon fils aîné d'abord, avec sa femme et leurs 2 adolescents qui pianotaient sur leur téléphone sans lever les yeux. Puis ma fille, très occupée, très pressée, déjà en retard à quelque chose d'autre. Ils m'ont embrassée, m'ont trouvée en forme, ont commenté le bouquet sur la cheminée. « Ça fait du bien de te voir ainsi, maman. On était un peu inquiets ces derniers temps », a lancé ma fille, suffisamment fort pour que les voisins l'entendent. Je lui ai répondu tranquillement. « Je suis heureuse que vous ayez trouvé le temps de venir. » À 12h30, tout le monde était assis. Le service des entrées a permis à chacun de se cacher derrière son assiette. Les conversations tournaient autour des sujets habituels, la politique, les travaux dans la rue, les examens des adolescents. On m'interrogeait poliment, puis on répondait à ma place. « Maman se fatigue vite, tu sais », glissait ma fille à la voisine, comme si je n'étais pas à 20 centimètres d'elle. J'ai laissé faire. Chaque phrase venait confirmer ce que j'avais noté dans mon carnet. Il ne se rendait même plus compte qu'il parlait de moi comme d'une absence. Le plat principal a été servi. Le vin a commencé à délier les langues. La pièce était emplie de cette chaleur particulière des déjeuners réussis. C'était le moment exact que j'avais choisi. Ni trop tôt, de peur de paraître chercher la querelle, ni trop tard pour que les esprits restent suffisamment clairs. J'ai posé ma fourchette. J'ai pris ma serviette et l'ai pliée lentement sur mes genoux. Puis j'ai saisi ma coupe de champagne. Le même geste que mon mari faisait autrefois pour porter un toast. Le bruit des conversations a diminué, comme à travers un filtre. J'ai senti sur moi une dizaine de regards, certains bienveillants, d'autres légèrement inquiets, 1 ou 2 franchement distraits. « Maman veut dire quelque chose », a annoncé mon fils d'un ton à la fois protecteur et condescendant. Je me suis levée. Mes doigts ne tremblaient pas. Mon dos ne me faisait pas souffrir pour une fois. J'ai pris appui sur la chaise, plus par habitude que par besoin. « Je voudrais vous remercier d'être venu », ai-je commencé, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, ma voix avait une autre couleur. Certains l'ont entendue, même s'ils n'auraient pas su la nommer. Le reste, vous en avez déjà entendu un éclat. Le remerciement, puis la phrase sur ces mois passés à les entendre parler de moi comme si j'avais déjà disparu. Vous connaissez le regard de Madame Lefebvre, les mains de mes enfants qui se crispent sur leur verre. Ce que vous ignorez encore, c'est ce que j'avais prévu de dire après. Que feriez-vous, vous, à ce moment précis, debout devant votre famille et vos voisins, avec la vérité serrée dans votre main comme un couteau parfaitement affûté ? J'ai senti l'enveloppe contre la doublure de ma veste. Il n'y avait plus qu'à la sortir au bon instant. Pas trop tôt pour ne pas donner l'impression d'une simple vengeance. Pas trop tard pour éviter qu'ils aient le temps de couper court à la scène sous prétexte de fatigue ou de confusion. « Vous avez beaucoup parlé en mon nom », ai-je repris d'une voix calme. « Vous avez expliqué partout que ma mémoire me trahissait, que je n'étais plus capable de gérer mes affaires. Vous avez pris rendez-vous chez le notaire, vous avez évoqué la possibilité d'une tutelle. Vous avez même laissé entendre que j'étais un danger pour moi-même. » Une rumeur a parcouru la table. Mon fils a lâché « Ce n'est pas ce que nous avons dit » qui s'est perdu aussitôt dans le silence revenu. Le problème, ai-je poursuivi, c'est que tout cela est parfaitement faux, et j'ai les preuves avec moi.
J'ai sorti l'enveloppe. Le papier a brillé un instant sous la lumière du lustre. J'ai posé devant moi le rapport de la psychologue, la lettre du médecin, la copie des dernières instructions signées chez le notaire. Des feuilles blanches couvertes de mots simples, mots qui disaient exactement l'inverse de ce qu'on répétait à l'extérieur. Ceci, c'est l'avis de ceux qui m'ont examiné. Ceci, c'est la confirmation que je suis en pleine possession de mes moyens. Et ceci, j'ai attrapé la dernière feuille, celle que j'avais fait ajouter chez le notaire quelques jours plus tôt. Ceci, c'est l'attestation que j'ai modifié mon testament et révoqué toute procuration signée sans que j'en sois pleinement informé. À partir d'aujourd'hui, personne ne parlera plus en mon nom sans que je sois présente. Et personne ne décidera plus de ce qu'il adviendra de mes biens tant que je serai vivante. Les yeux de ma belle-fille se sont agrandis. Mon fils a perdu sa couleur. Ma fille a posé sa main sur sa bouche. Les voisins, eux, retenaient leur respiration comme au théâtre. La nappe était soudain trop blanche, les verres trop brillants. La vérité venait de tomber au centre de la table, lourde et nette. Je les ai regardés un par un. Puis j'ai ajouté, toujours tranquille, « Vous avez choisi de raconter une histoire dans laquelle j'étais déjà absente. J'ai choisi aujourd'hui de raconter la mienne. » Et pendant une seconde interminable, la pièce entière a semblé suspendue, comme si même l'horloge du salon refusait de marquer la suite. Le premier bruit, après ma phrase, n'a pas été une voix. Cela a été le tintement sec d'un couteau qui a glissé de l'assiette du beau-père de ma fille et a heurté le bord de son assiette. Un son minuscule, mais qui a fissuré le silence comme un coup de tonnerre. Mon fils aîné a été le premier à bouger. Il s'est levé à demi, la main tendue vers l'enveloppe, comme s'il voulait la ramasser avant que quelqu'un d'autre ne la voie. « Maman, s'il te plaît, assieds-toi, on parlera de tout ça plus tard entre nous. » Sa voix tremblait à peine, mais je connais assez bien le timbre qu'elle prend lorsqu'il sent que quelque chose lui échappe. J'ai gardé la main posée sur les feuilles. « Tu veux dire, ai-je répondu calmement, en mon absence, comme vous en avez pris l'habitude. » Quelques rires nerveux ont éclaté du côté des voisins. Pas des rires de moquerie, des rires de gêne, ceux qu'on laisse échapper lorsqu'on comprend que l'on vient d'assister à un moment où les masques tombent. Ma fille a voulu reprendre la main. « Maman, ce n'est pas du tout ce que tu crois. On s'inquiète pour toi, c'est tout. Ce report, c'est très bien, mais tu sais très bien que… » Elle cherchait ses mots. Elle en a tellement d'habitude. Il lui échappait un à un, comme des morceaux de vaisselle glissant de ses mains. « Que quoi ?» ai-je demandé. « Que je suis folle ? Que je suis incapable ? Que vous êtes obligé de me protéger contre moi-même ?» Je n'avais pas haussé le ton. Pourtant, chaque question a résonné jusqu'à l'autre bout de la table. Même les adolescents ont cessé de pianoter sur leur téléphone. Le plus âgé, mon petit-fils, avait les yeux fixés sur moi. Je savais déjà que, quelques semaines plus tôt, c'était lui qui m'avait aidé à scanner les documents, à les sauvegarder sur une clé USB, au cas où. Il me regardait avec un mélange d'admiration et de peur. Il savait que nous étions précisément dans ce chaos. Madame Lefebvre a pris une inspiration, puis a reposé son verre sans boire. « Je crois, a-t-elle dit, que ce que votre mère essaye de dire, c'est qu'elle est encore là et qu'elle a parfaitement le droit d'expliquer sa version des choses. » Ma belle-fille l'a fusillé du regard, comme si la voisine avait franchi une frontière invisible. On n'aime pas que les témoins se mettent à commenter la pièce pendant qu'on la joue. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Lefebvre, a-t-elle rétorqué, vous ne connaissez pas la situation, vous ne voyez pas maman tous les jours, vous ne savez pas ce que nous vivons. » « Je vois ce que vous dites, en revanche, a répliqué la voisine d'une voix douce, et je vois comment vous en parlez dans l'escalier. Cela, je le sais très bien. » Le rouge montait aux joues de ma belle-fille. Elle a pris sa serviette, l'a froissée, puis a tenté de se ressaisir. C'était fascinant de la regarder lutter pour garder son sourire social intact. Je me suis tournée vers mes voisins, vers mes amis. « Vous avez entendu beaucoup de choses sur moi ces derniers temps, ai-je dit, que je répétais les mêmes phrases, que j'oubliais qui était venu le dimanche précédent, que je signais des papiers sans savoir. Je ne vais pas vous demander de me croire sur parole, je vous demande simplement de regarder ce qui est écrit là. » J'ai poussé le rapport médical vers le centre de la table.
Je savais qu'il ne le lirait pas vraiment, pas maintenant, mais le geste comptait plus que le contenu. La preuve existait, ce n'était plus une rumeur contre une autre, c'était une rumeur contre un document. Je me suis tournée vers mes enfants. Vous avez choisi de raconter une histoire où j'étais déjà perdue. Moi, j'ai choisi de vérifier ma mémoire, mes comptes, mes papiers. C'est ce que toute personne raisonnable ferait, ne croyez-vous pas? Et vous, qui m'écoutez aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Fermer les yeux pour ne pas faire de vagues ou décider de tout mettre à plat devant tout le monde? Personne n'a répondu, pas même ceux qui n'étaient pas réellement concernés. Il y a des questions qui ne demandent pas de réponse à voix haute. Mon fils a fini par se rasseoir. Il a pris une gorgée de vin, puis il a tenté une dernière pirouette. « Très bien », a-t-il dit d'un ton faussement détendu. « C'est une bonne nouvelle si tout va bien pour ta mémoire, maman. Nous, on s'inquiétait, c'est tout. On a peut-être exagéré les choses. Mais tu sais, on voulait juste prendre les devants, ai-je complété pour lui. Anticiper les démarches, préparer les procurations, organiser la suite. » Il a baissé les yeux. « Tu connais le monde mieux que personne, maman. Tu sais comme tout est compliqué aujourd'hui. Les papiers, les administrations, on voulait éviter tout ça. » « En me retirant le droit de décider, ai-je répondu, en parlant de moi comme si je n'étais déjà plus là, en laissant croire à la terre entière que j'étais devenue incapable. Tu appelles cela m'éviter des complications. Moi, j'appelle cela me voler ma parole. » Le mot est tombé. Lourd, voler. Ce n'est pas un mot qu'on jette à la légère dans une famille bourgeoise qui s'est toujours vantée d'être honorable. Une chose est de régler ses affaires un peu trop vite. Une autre est de se voir désigné, publiquement, comme un voleur de voix. Le beau-père de ma fille a tenté de détendre l'atmosphère. « Allez, ne dramatisons pas », a-t-il glissé. « Il n'y a pas mort d'homme. L'important, c'est que tout le monde soit rassuré sur la santé de madame. » Je me suis tournée vers lui avec un sourire poli. « Pardonnez-moi, monsieur, mais si, il y a mort de quelque chose. Il y a mort du respect. Et ce n'est pas moins grave que le reste, croyez-moi. » Je savais que cette phrase serait répétée dans tout l'immeuble avant la fin de la semaine. C'était exactement le but. Le reste du déjeuner s'est poursuivi dans une étrange alternance de bouchées silencieuses et de phrases forcées. On a parlé du dessert, des examens des enfants, des vacances à venir. Personne ne mentionnait plus le mot « tutelle ». Il flottait pourtant au-dessus de la table comme une odeur de brûlé. Je n'ai pas cherché à relancer la confrontation. J'avais dit ce que j'avais à dire. La scène principale était jouée. Ce qui m'intéressait désormais, c'était de voir comment chacun allait se comporter une fois le rideau théâtral baissé. Les vrais visages se montrent rarement devant une nappe blanche et des verres en cristal. Ils apparaissent dans le couloir, près du porte-manteau ou dans la cage d'escalier. Les voisins ont été les premiers à partir. Je les ai raccompagnés à la porte. Ils m'ont serré la main un peu plus longtemps que d'habitude. « Vous avez beaucoup de courage », m'a dit doucement la femme du troisième. « Si un jour vous avez besoin de témoins pour dire ce qu'on a entendu ici, vous savez où nous trouver. » « J'espère que nous n'en arriverons pas là, ai-je répondu, mais je n'oublierai pas. » Dans le couloir, j'ai entendu son mari murmurer. Il ne s'attendait pas à ça, il pensait qu'elle ne comprenait plus rien. « Ils la connaissent mal, » a répondu sa femme. Ma fille est venue me rejoindre près de la porte avant que le dernier voisin ne disparaisse dans l'escalier. « Maman, a-t-elle soufflé à voix basse, tu t'attaques à nous devant tout le monde maintenant? Tu te rends compte de ce que tu fais ?» Je les regardais, sa coiffure impeccable, son tailleur beige, son air de femme débordée qui porte le monde sur ses épaules. Je savais qu'au fond, elle se voyait comme la seule adulte responsable dans un univers rempli de gens faibles. Elle n'avait jamais imaginé que je puisse lui opposer quelque chose d'aussi simple que la vérité. « Je ne m'attaque à personne, ai-je répondu. Je rectifie. Nuance importante. Vous avez choisi de raconter une histoire en mon absence. Je vous ai simplement demandé de l'écouter pendant que je la raconte moi-même. » Elle a serré les lèvres. « Tu nous fais passer pour des monstres. » « Non, vous vous en chargez très bien tout seul quand vous racontez à l'extérieur que je perds la tête sans jamais m'en parler. » Elle a baissé les yeux. Une seconde, puis elle s'est ressaisie. « On en reparlera plus tard, a-t-elle soupiré, quand tout le monde sera parti. »« Oui, ai-je dit, mais plus jamais à ma place. » Mon fils, qui attendait derrière elle, s'est avancé. Il avait retrouvé son ton professionnel, celui qu'il utilise en réunion.
On aurait pu régler tout ça discrètement, a-t-il dit. Tu as choisi de l'exposer devant tout le quartier. Tu sais que ce genre de choses laisse des traces, surtout ici. C'est précisément ce que je souhaite, ai-je répondu. Des traces. Vous aimez tant les dossiers, les papiers, les traces écrites. Considérez que ce déjeuner en est une pièce à verser à notre histoire commune. Il m'a regardé longuement. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu dans ses yeux non pas l'impatience ou la condescendance, mais une forme de trouble. Il venait de comprendre que je n'étais pas seulement un obstacle à contourner, mais une force avec laquelle il allait falloir compter. « Tu es en train de nous faire du mal », a-t-il murmuré. « Je vous rends simplement ce que vous avez commencé à me faire », ai-je répondu. « La différence, c'est que moi, je le fais en votre présence. Vous l'avez fait dans mon dos. » Dites-moi, vous qui écoutez, que vaut mieux pour une famille, une vérité brutale dite en face ou un mensonge poli qui se propage dans les escaliers et les cabinets médicaux? À quel moment estimez-vous que le devoir de paix justifie de se laisser effacer? Les enfants ont fini par partir eux aussi, plus vite que prévu. Ils avaient un rendez-vous, un train à prendre, un devoir à terminer. J'ai refermé la porte sur leurs excuses bien repassées. Dans le salon, la table portait encore les cicatrices du déjeuner, des verres vides, des miettes de pain, une nappe tachée d'anisette et de sauce. Je me suis assise à ma place habituelle, celle où mon mari s'asseyait autrefois. La lumière de l'après-midi tombait en biais sur les dossiers étalés près de mon assiette. J'ai repris l'enveloppe, j'ai vérifié que toutes les feuilles y étaient, puis je suis allée les ranger dans le tiroir secret de mon bureau, derrière un vieux classeur d'assurance. Le téléphone a sonné à peine quelques minutes après que j'ai fermé ce tiroir. J'ai su avant même de décrocher qui appelait. « Maître Dubois », ai-je dit, « vous tombez bien, je pensais justement à vous. » Sa voix était plus agitée que d'habitude. « Madame, j'ai reçu il y a 1 heure un appel très vif de votre fils. Il semble y avoir un malentendu important au sujet de vos dernières instructions. Il prétend que... » Qu'il n'était pas au courant, ai-je coupé. C'est exact, il ne l'était pas. Il n'avait pas à l'être. Un silence de l'autre côté du fil. « Je voulais simplement confirmer, » a repris le notaire, « que vous souhaitez maintenir les modifications apportées à votre testament et la révocation des procurations récentes. Je dois vous avertir que cela risque de créer des tensions. » J'ai regardé la table encore dressée, les verres à moitié remplis, les chaises poussées trop loin ou trop près selon la hâte de ceux qui les avaient quittées. « Les tensions ont déjà été créées, maître, » ai-je répondu. « Pas par moi. Ce que je fais, c'est réparer, et je maintiens évidemment tout ce que j'ai signé en votre présence. » « Très bien, madame, je prends note. » Avant de raccrocher, il a ajouté d'une voix plus basse. « Si vous avez besoin que je confirme à vos enfants que vous êtes parfaitement lucide, je le ferai. Ils ont du mal à l'admettre, mais c'est une réalité. » « Ne leur dites rien pour le moment, ai-je dit. Laissez-les se débrouiller avec ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. Nous verrons ce qu'ils feront de la vérité lorsqu'elle ne vient pas d'un notaire, mais de leur propre mère. » Après avoir raccroché, je me suis levée lentement. J'ai débarrassé la table, une assiette après l'autre. Chaque geste me ramenait à tous les dimanches passés. Les rires de jadis, la voix de mon mari, les disputes des enfants pour savoir qui aurait la dernière part de tarte. Tout cela existait encore, quelque part, mais recouvert d'une couche de discours et de précautions hypocrites. En rangeant les verres, j'ai pensé à autre chose. Ce déjeuner n'était qu'un début. Il avait brisé une façade, mais il ne réglait rien encore. Mes enfants allaient réagir, ils allaient manœuvrer, se justifier, peut-être même tenter de reprendre le contrôle par d'autres moyens. Ils me connaissent assez pour savoir que je ne fais jamais rien au hasard. Ils allaient se demander ce que j'avais encore en réserve. Je le savais moi aussi. Il me restait des cartes à jouer, des conversations à provoquer, des preuves à consolider, un héritage à redéfinir et surtout une position à reprendre, non seulement dans ma famille, mais dans ce petit théâtre social qu'est notre immeuble. Je me suis approchée de la fenêtre. Le boulevard continuait sa vie indifférente. Des enfants passaient en trottinette, un couple se disputait à mi-voix, un livreur jurait contre une voiture mal garée. Personne ne se doutait que, dans cet appartement du 3e, venait d'avoir lieu une petite révolution. Je me suis vue soudain comme les autres me voyaient peut-être, une vieille femme à la fenêtre, les mains posées sur le rebord, le regard perdu.
C'est l'image que mes enfants voulaient offrir au monde, celle d'une grand-mère dépassée, gentille, inoffensive. Je me suis surprise à sourire. Ils allaient devoir réviser leur scénario. Car ce jour-là, en refermant les rideaux sur la table en désordre, je ne me sentais ni gentille ni inoffensive. Je me sentais lucide et prête à aller plus loin.